réflexion, une remise en cause probablement assez profonde du mix énergétique, ce terme qui est consacré dans nos milieux, et qui fait suite bien sûr à Fukushima, donc à la catastrophe au Japon, et également d'ailleurs au désastre de Macondo, donc le désastre écologique dans le golfe du Mexique. L'ensemble du mix énergétique reposait traditionnellement pour la plupart des pays, des choix divers bien sûr selon les sensibilités politiques, consistant d'une évolution de pétrole, gaz, charbon, verre, nucléaire, renouvelable. Le problème, c'est que le nucléaire, comme le renouvelable, a des vertus. La vertu commune, c'est de réduire les émissions de CO2, donc c'était clairement un mouvement porté par cette tendance, qui est une tendance de pays développés. L'inconvénient, c'est que le nucléaire présente des risques, que l'accident de Fukushima vient de nous rappeler, et que les renouvelables, pour se développer, ont besoin d'être publics très considérables, que les pays, en particulier développés, n'ont plus les moyens de fournir. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce de période un peu de suspension, et on voit bien qu'un certain nombre de pays ont pris des mesures très rapides, je pense en particulier à l'Allemagne avec l'arrêt du nucléaire, mais qui ne sont absolument pas préparés et qui vont avoir des conséquences assez graves, et des remises en cause qui vont venir. Je vous cite juste un exemple, je le fais parce que Philippe Varin l'a dit il y a quelques jours. Philippe Varin, qui est président de Peugeot. Et c'est intéressant que ça vienne d'un automobiliste. Philippe Varin disait une chose que nous savons, mais que nous n'osons pas trop dire. La voiture électrique dont tout le monde parle, et dont Peugeot est un promoteur, est d'abord une voiture nucléaire. Ça n'a de sens de promouvoir la voiture électrique en tant qu'outil pour réduire les émissions de CO2 ou technologie pour réduire les émissions de CO2 que si derrière vous avez une production d'électricité qui elle-même n'est pas émettrice de CO2. Ce que nous rappelait Philippe Varin, il s'adressait à un congrès mondial des sidérurgistes qui vient de se tenir à Paris, qui s'est terminé hier, c'était que si au lieu d'être alimenté par l'énergie nucléaire, comme c'est le cas de la France, l'électricité était produite par des centrales thermiques, comme c'est le cas en Allemagne, eh bien la production de CO2 serait supérieure. Donc la voiture électrique serait plus polluante indirectement que la voiture traditionnelle que nous utilisons aujourd'hui. Je cite cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'univers de l'énergie est en réflexion. Et que ce sont des mouvements structurels qui peuvent avoir des conséquences très importantes pour nos industries, pour leur localisation. Et ce sont des facteurs vraiment spécifiques à l'énergie et indépendamment des questions de demande. Alors, il y a un vainqueur aujourd'hui attendu dans cette réflexion, c'est le gaz. Le gaz est une énergie qui a beaucoup de vertus, qu'on découvre progressivement. La première, c'est qu'il est beaucoup mieux réparti sur la planète que le pétrole. La deuxième, c'est qu'il y en a pas mal dans des zones qui sont politiquement plus sûres ou plus stables que le Moyen-Orient, qui est le cœur de la production pétrolière du monde. Et la troisième, c'est que son utilisation comme source d'énergie est plus propre que, bien sûr, le pétrole, mais aussi que le charbon. Donc aujourd'hui, nous voyons à l'œuvre un mouvement très important de déplacement progressif des ressources du monde de l'énergie vers le gaz. C'est évidemment l'enjeu important de toute la politique américaine avec les gaz de schiste, mais c'est l'aspiration de la Chine et de tous les autres pays, à l'exception de la France, qui tous vont aller vers le gaz. Donc voilà, la lecture aujourd'hui du monde de l'énergie ne peut pas se faire uniquement sur les fluctuations conjoncturelles de la demande, qui sont toujours très très importantes, mais aussi en ayant en tête ces mouvements beaucoup plus profonds et ces changements telluriques. Alors, Augustin Romanet, comme Henri de Castres, vous gérez énormément d'actifs financiers. Combien de milliards pour la Caisse des dépôts? On va dire 300. 300 milliards. On a plusieurs bilans, vous savez qu'il ne faut pas... Je dis 300 à dessein, sachant qu'en réalité, on gère le bilan du fonds d'épargne, qui est un bilan séparé, protégé, cantonné, qui est de 220 milliards. Et puis par ailleurs, nous avons la section propre, qu'on appelle la section générale, qui est un bilan de 60 milliards. Nous hébergeons également le fonds de réserve des retraites, qui gère 33 milliards. Et puis la CNP, qui est une filiale d'assurance dont nous avons 40%, qui a un bilan de 200 milliards. Alors, compte tenu de tout ce qu'on vient d'entendre et de tous ces déplacements de croissance, comment est-ce que
vous choisissez d'allouer un petit peu tous ces actifs. Et puis, ça c'est la première question. Et puis, deuxième question, sera peut-être un petit peu plus piège, surtout pour vous, qui êtes directeur général de la Caisse des dépôts, mais quand le gouvernement français prévoit dans sa loi de finances pour 2012 une croissance de 1,75%, alors que beaucoup d'économistes mondiaux, eux, tablent désormais pour la France sur une croissance de 0,5, voire 0,2%, en tout cas une croissance inférieure à 1%. Comment est-ce que vous appréciez ce delta? Alors, je vais commencer par répondre à votre deuxième question. Lorsque j'étais à Bercy en 2003-2004, on avait regardé avec Alain Lambert les prévisions de croissance sur la décennie 90. Et le gouvernement n'est tombé juste qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est assez humain. Lorsque la croissance redémarre, on sous-estime le redémarrage. Et lorsque la production décélère, on sous-estime la vitesse de décélération. Donc c'est assez humain. Lorsque ça repart très fort, on pense qu'on est plus prudent, et lorsque ça descend très fort, on n'ose pas prévoir le pire. Donc je dirais qu'il n'y a rien que de très habituel. Et lorsque le gouvernement a arrêté ses prévisions de croissance pour le budget, c'est vers le 15 juillet, le chiffre de 1,75 n'était pas totalement déraisonnable. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde est plus bas. Donc, ça joue de façon relativement marginale sur les impôts qui sont sensibles à la croissance. Comme vous le savez, un certain nombre d'impôts, comme l'impôt sur le revenu ou les impôts sur le patrimoine, sont plus sensibles à des effets de prix qu'à des effets de croissance. Sur l'allocation des actifs, si vous voulez, bon, évidemment, nous allouons nos actifs de façon différente, suivant les secteurs dans lesquels nous sommes. Dans le domaine du fonds de réserve des retraites, nous avons un passif qui est bien déterminé. Nous avons 2,5 milliards à verser à la CADES pendant 20 ans. Donc là, nous essayons de faire ce qu'on appelle une gestion actif-passif qui nous permette d'être sûrs à tout moment de verser les sommes que nous devons verser. C'est un peu comparable à ce que font les assureurs. S'agissant du fonds d'épargne, nous avons une gestion qui vise, d'une part, à employer nos ressources dans les directions qui sont décidées par l'État, et principalement le prêt aux organismes de logement social. À cet égard, d'ailleurs, nous aidons un peu le domaine de la construction, puisque cette année, nous avons fait 16 milliards d'euros de prêts au logement social, alors même qu'en 2005, nous n'avions fait que 5 milliards. Donc sur le bilan global des fonds d'épargne, 220 milliards, nous avons 110 milliards de prêts, essentiellement logement social, infrastructures de transport, hôpitaux, et le reste est placé majoritairement en obligations, et au sein de ces obligations, majoritairement en obligations d'État, et de plus en plus en obligations françaises et allemandes. Nous avons 5% d'actions. Alors, j'en viens à notre section générale. L'un de nos défis est de ne pas trop nous désengager des actions, d'une part, et d'autre part, de rechercher le maximum d'investissement dans les PME, dans les entreprises de taille intermédiaire, y compris dans le non-coté. S'agissant des actions, je pense que chacun le sait, le monde a changé depuis 20 ans, puisqu'il y a 20 ans, il y avait encore de grandes compagnies bancaires, assurantielles, qui étaient investisseuses en actions, parce que les normes de solvabilité ou les normes prudentielles du secteur le permettaient. Chacun le connaît bien, donc je ne vais pas redonner les chiffres, mais l'investissement en actions est aujourd'hui beaucoup plus difficile, à la fois à raison des normes qui se sont durcies, à raison aussi de la volatilité qui s'est fortement accrue, et volatilité qui s'est notamment accrue avec le développement de techniques d'échange, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, qui rend les marchés peu compréhensibles pour les petits actionnaires. Ce qui fait que la statistique est épouvantable, là où dans le monde, on possédait en moyenne une action pendant 7 ans il y a 20 ans, aujourd'hui on la possède plutôt pendant 6 mois. Évidemment ça recouvre des moyennes, mais le point qui est très important, c'est que dans un pays comme le nôtre, nous continuons à avoir des investisseurs en actions. Et le groupe Caisse des dépôts, dans la mesure où il gère également le fonds stratégique d'investissement, est très attaché à rester engagé dans les actions et aussi à faire des alliances avec des investisseurs étrangers qui puissent nous accompagner dans cette mission. Le dernier point que j'indiquerai, et je m'arrêterai là,
c'est le segment des infrastructures. Nous avons, y compris en Europe, un très très fort besoin d'investissement en infrastructures. De façon résumée, on peut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup construit, mais que 30 ans après, on s'est un peu arrêté de construire. Aujourd'hui, on a encore des très forts besoins en canaux, on a des très forts besoins en autoroutes dans l'Est de l'Europe. Songez qu'un pays comme la Pologne a quasiment le même réseau autoroutier que ce que pouvait avoir la France en 1945 ou 50. On a des très forts besoins d'infrastructures de transport de gaz, d'électricité et en centrale de production d'énergie. Donc, le secteur des infrastructures, qui exige des capitaux longs, vous ne construisez pas une centrale nucléaire en l'amortissant en 12 ans, exige aussi que nous, investisseurs institutionnels, nous soyons capables de drainer de l'argent long. Et donc, nous sommes, et je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à suivre les travaux de ce groupe, nous sommes engagés avec toutes les fédérations professionnelles de la banque, de l'assurance, des investisseurs institutionnels, dans un exercice de réflexion sur ce qui peut favoriser l'investissement de long terme. Le 17 novembre, nous organisons l'exercice du financement du long terme. Et nous essayons de réfléchir à ce que nous pourrions proposer au pouvoir public pour encourager cet investissement dans la durée, sans lequel les chefs d'entreprise ne peuvent pas faire de la recherche, ne peuvent pas prendre de risques, et à la fin de l'histoire ne peuvent pas créer d'emplois. Alors, Henri de Castres, les assureurs étaient traditionnellement des investisseurs à long terme. Et maintenant, vous êtes un petit peu absent de ce genre de ce type d'investissement. Vous étiez l'actionnaire, les compagnies d'assurance étaient les actionnaires type, et on pouvait un petit peu suivre leur mouvement. Maintenant, on vous voit un petit peu nulle part, vous avez un petit peu déserté la bourse. Est-ce que c'est parce que vous ne croyez plus justement à cette classe d'actifs, ou bien c'est, je ne sais pas, ou bien c'est des questions justement de perspective de croissance? Non, Augustin l'a dit de façon très polie et mesurée, je vais le dire de façon moins polie et moins mesurée. D'abord, sur le fond, les assureurs, ils gèrent leurs actifs en fonction de ce que sont leurs engagements passifs, tout ceci étant modulé par les contraintes réglementaires. Nos engagements passifs, c'est les engagements que nous prenons à l'égard de nos clients, de nos assurés, qui restent les mêmes qu'autrefois. Il y a dedans un certain nombre d'engagements de long terme quand on assure les gens sur leur retraite, sur leur santé, sur les accidents du travail dans certains pays dans lesquels ça n'est pas nationalisé. Nous avons des engagements à 25, 30 ans. Et en moyenne, les engagements d'assureurs comme AXA, Allianz, les grands groupes européens sont des engagements à 7 ou 8 ans. Donc, normalement, nous devrions investir pour maximiser l'efficacité économique du modèle sur des actifs qui sont des actifs qui, certes, présentent de la volatilité à court terme, mais qui, dans le long terme, se valorisent d'une façon supérieure à des actifs plus liquides, moins volatiles, mais aussi beaucoup moins rémunérateurs. Mais ça, c'était le monde d'avant. L'empilement réglementaire depuis le début des années 2000, totalement inspiré par la réglementation anglo-saxonne, elle-même inspirée par les banques de marché, a conduit en Europe, tant sur la comptabilité que sur la solvabilité, à privilégier l'ultra court terme, de telle sorte que nous ne pouvons plus, parce que les charges en capital que l'on met en face sont trop élevées, investir comme nous le faisions autrefois, en action, ou autant que nous le faisions autrefois en action, que nous ne pouvons pas non plus nous porter acheteurs quand les marchés baissent, ou réaliser quelques plus-values quand nous avons le sentiment qu'ils montent trop vite. Le système financier, c'est comme un écosystème. Aujourd'hui, les gens sont convaincus des bienfaits de l'écologie, ont parfaitement compris que la monoculture et l'arrachage d'haies, c'était dangereux parce que ça supprimait la diversité des espèces et que ça accélérait les crues et l'érosion. Ils n'ont pas compris que l'uniformité de réglementation en matière financière était une source d'accélération des déséquilibres et d'augmentation de la volatilité. Les assureurs européens, alors que la nature de leur passif n'a pas changé,
depuis 25 ou 30 ans, et qui normalement devraient donc, dans un univers raisonnable, investir de la même manière. Ils ont vendu 400 milliards d'euros d'actions depuis 2000, qu'ils ne rachèteront jamais tant que la réglementation ne changera pas. Ils ne seront pas en mesure de financer de façon significative les infrastructures, parce que les charges en capital mises en phase d'investissement de cette duration sont des charges trop importantes. Alors bien sûr, on en prendra une pincée ici, une pincée là, mais le principal blocage aujourd'hui, c'est un blocage réglementaire. C'est-à-dire, c'est l'utilisation de systèmes comptables qui privilégient à l'excès le mark-to-market, l'utilisation de ce mark-to-market dans des calculs de solvabilité, c'est-à-dire dans des calculs qui mesurent votre capacité à payer, non pas demain matin, mais dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, ma position là-dessus, elle est connue, elle est la même que celle de Michel Perrault depuis 15 ans. On a prêché longtemps dans le désert, et quelque part, on a ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, c'est-à-dire on s'attriste, en fait, de voir qu'on avait raison, parce qu'on considère que ce qui se passe autour de nous n'est pas très très réjouissant. La croissance est en train de s'affaiblir, mais la volatilité autour de cette croissance est en train d'augmenter, alors que si le système était correctement régulé, on devrait avoir une croissance plus forte avec une volatilité moins forte autour de cette croissance. Nous pourrions, si on considérait d'un autre œil l'organisation réglementaire, très naturellement nous mettre à réinvestir sur le long terme. Mais il faudrait pour ça avoir une vision cohérente au niveau européen. L'Europe a un immense avantage qui est l'importance de son taux d'épargne. Le problème, c'est que cette épargne est mal investie, parce qu'elle est dirigée de façon artificielle vers le court terme et vers les dettes d'État. Donc aujourd'hui, au lieu d'investir dans l'économie productive, qui nécessite des engagements longs, un petit peu plus risqués au quotidien, tous les systèmes réglementaires nous incitent à investir plus court et dans des dettes d'État dont on voit d'ailleurs qu'elles ne sont pas forcément de meilleure qualité. Bruno Lafont, comme je sais que vous pouvez partir rapidement, je vais me tourner vers vous. Si vous aviez, c'est une question que je vais poser à tout le monde, hein, rassurez-vous, ce n'est pas une question piège. Une question que je vais poser à tous les interlocuteurs ici. Si vous aviez un conseil, une recommandation à faire au pouvoir public de manière à booster un petit peu la croissance en France, de manière à ce que ça aille mieux en France, à ce que l'emploi, l'investissement aille mieux, qu'est-ce que vous diriez si vous aviez M. Sarkozy ou M. Fillon en face de vous? Je pense qu'il faut rétablir la confiance, participer au rétablissement de la confiance par tous les moyens. C'est ce rétablissement de la confiance qui permet à chaque individu, à chaque acteur financier de se projeter dans l'avenir et donc d'investir. Et c'est ça qu'il faut nos économies, c'est croire à l'avenir. Et si on croit à l'avenir, parce que le nombre de problèmes à résoudre, au moins, même s'il n'est pas totalement réglé, il est déjà maîtrisé. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont trop frileux actuellement et ils sont eux-mêmes anxiogènes? C'est pas ce que j'ai dit, c'est que dans un contexte où la confiance effectivement et l'inquiétude prédominent, un des rôles des pouvoirs publics, c'est de créer les conditions dans lesquelles la confiance peut exister, ne serait-ce que de rendre les choses plus prévisibles par la sécurité, par la prévisibilité, par la stabilité, par le désendettement. Le désendettement en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres choses. Philippe Crouzet, même question. Quelles recommandations donneriez-vous au pouvoir public pour vous qui avez des usines, des ouvriers en France, ce qui maintenant devient un véritable challenge? Quel conseil donneriez-vous au pouvoir public pour booster cette croissance? Moi, je voudrais... Qu'on ne soit pas collé à 0,2% l'année prochaine. Oui, je pense d'abord qu'il faut sauver le potentiel de croissance que nous avons, même s'il est faible. Et là, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Henri Lecastre. Il a parlé de l'excès de réglementation et de tous les facteurs qui se sont accumulés pour dissuader les assureurs d'investir en action. J'ai le sentiment que le même phénomène est en train de se passer avec les banques. Et là, avec les banques, le risque, c'est le renchérissement et donc le tarissement, donc à la fois problème de coût et même de liquidité
possibilité du crédit. Et je pense Vous craignez un crédit crunch? Non, je crains une restriction progressive de la capacité des banques, françaises et européennes en particulier, à faire des crédits aux entreprises. Or, la croissance, l'emploi, le futur plus positif que nous appelons tous de nos voeux, il dépend fondamentalement des petites entreprises, peut-être plus que des grandes, qui ont la possibilité, comme nous l'avons nous, comme on l'a Lafarge, bien sûr, ça va de soi, d'investir là où est la croissance. Mais lorsqu'on investit dans son pays, il faut déjà au moins avoir les moyens financiers de le faire. Et donc juste derrière la confiance à créer, comme le disait Bruno Lafont, il faut aussi avoir les moyens derrière de suivre cette confiance. Et je suis un petit peu inquiet de voir un certain nombre de vents mauvais venir de l'autre côté de l'Atlantique, aujourd'hui attaquer notre système bancaire, ajouter encore des contraintes, réduire leur portefeuille, même réduire leur bilan, puisque c'est de ça qu'on parle maintenant. Et je pense que ceci peut avoir des conséquences inquiétantes, y compris à court terme. Donc d'abord, ma recommandation, ce serait d'essayer d'éviter ça. Augustin de Romanet, même question. Quelles recommandations, vous qui avez conseillé justement notamment des ministres sur ces sujets-là, quelles recommandations leur donneriez-vous aujourd'hui pour booster cette croissance? La cible est la même que celle qui a été décrite par Philippe Crozet et Bruno Lafont, c'est la confiance. Donc je crois que pour que les personnes puissent entreprendre et faire des projets, il faut qu'elles sachent quelle est la cible. Et la cible, c'est de retrouver un chemin de croissance en France et un taux de chômage qui soit beaucoup plus faible. Alors, pour arriver à cette cible, il faut deux choses. Il faut d'abord un constat lucide de la situation. Nos compatriotes sont beaucoup plus lucides qu'on ne pourrait le penser lorsqu'on reste dans la théorie. Je crois qu'il faut qualifier la situation et ne pas hésiter à faire le constat du fait que nous allons devoir nous désendetter avec tout ce que ça peut comporter. C'est un peu délicat. Mais je crois que si on ne qualifie pas la situation, c'est encore plus anxiogène. Et donc dire la vérité. Je crois que dire la vérité permet d'enlever de l'anxiété, puisque chacun observe la situation et nous partageons tous la même observation. Et pour passer du point A, qui est la situation dans laquelle nous sommes, au point B, qui est le point souhaité, il faudra de la lisibilité et développer un sentiment de justice. Lorsque vous demandez des efforts à nos collectivités, moi je compare souvent la collectivité que nous formons à une assemblée de copropriété. Dans une assemblée de copropriété, vous observez que la faculté que vous avez de vous fâcher avec votre meilleur voisin, votre meilleur cousin, votre meilleur voisin de palier est très très forte. Or, au fond, dans les années 45 à 65, à 75, les 30 Glorieuses, c'était une copropriété formidable. On construisait l'ascenseur, on embauchait la gardienne et on mettait un tapis dans l'escalier. Dans la copropriété des 30 années qui ont suivi, on a arrêté d'entretenir l'ascenseur, on a arrêté de ravaler l'immeuble et on s'est mis à payer la gardienne à crédit. Et puis même à la fin, on a licencié la gardienne. Et aujourd'hui, dans quelle situation nous sommes? Il faut ravaler l'immeuble, il faut changer l'ascenseur pour le mettre aux normes de sécurité. On paye des dettes pour une gardienne qui n'existe plus parce qu'on a dû la licencier. Et donc, il y a des tensions dans la copropriété. Donc je crois qu'il faut développer un sentiment de justice. Et puis aussi, aller... Et l'ascenseur ne marche pas toujours, notamment l'ascenseur social. Un point pour vous, Yves, vous serez nominé pour la Madame Vermeau. Et puis, donc, une fois que vous avez été lucide, une fois que vous avez dit qu'il fallait passer par une phase de transition qui était complexe, il faut aussi donner de l'espoir et donner à découvrir ce qu'est cette croissance mondiale et ce qu'est la faculté pour un pays aussi riche que le nôtre de talent d'aller chercher cette croissance mondiale. Et ça passe notamment par l'éducation, par la recherche, par l'université ou par des petites choses. Vous voyez, par exemple, on est un pays très développé, la France est un des pays les plus développés au monde. Nous avons encore 90 000 illettrés à la sortie du primaire tous les ans. Donc, le fait de nous donner collectivement des objectifs de ce type, qui sont de mieux former nos concitoyens, parce que nous savons qu'il y a une croissance mondiale à aller chercher, me semble de nature à nous redonner un optimisme qui est absolument fondamental, alors que par ailleurs, nous savons que les ajustements vont nous créer des douleurs. Alors, Henri Castres,
Je vous pose également cette question parce que quand on interroge les actionnaires, les épargnants qui sont dans cette salle devant vous, à chaque fois ils nous disent « Ah, si la France était gérée comme les grands groupes du CAC 40 ». Donc c'est un petit peu pour ça que je vous pose à vous tous cette question. Quel conseil, ou vous-même, si vous étiez aux manettes, eh bien, quelles mesures prendriez-vous pour booster un petit peu cette croissance? Est-ce que